tous, aujourd'hui je vais tester la gamme Express Color de Valero. Je vais la tester sur 3 panneaux avec 3 sous-couches différentes, de manière à voir le rendu général par rapport à la sous-couche, voir si la teinte change ou non suivant la sous-couche. J'ai prévu une sous-couche grise, une sous-couche Dead Flesh et une sous-couche Bone White. J'ai l'intégralité de la gamme. Et du coup je vais tester à chaque fois en plaçant la teinte sur la même case pour avoir un rendu général à la fin et pouvoir constater si la sous-couche a une influence sur la peinture. On va commencer par tester la Templar White 72401. Les nouveaux pots sont plus souples, par contre je suis pas forcément fan des embouts. Les embouts avant étaient plus fins et là c'est des embouts qui sont un petit peu plus épais, qui ont tendance à coller. Je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez, l'embout est un peu plus effilé, du coup ça a tendance un petit peu à couler. Alors on va commencer par peindre sur le Bone White et on va remonter sur les 3 panneaux pour voir si la teinte est différente ou non. Alors à l'origine j'avais prévu de peindre sur des petites briquettes en plâtre que j'avais retrouvées dans l'atelier. C'était des petites briquettes du coup pour faire des donjons. Ces briquettes en fait étaient prévues pour être collées dans tous les emplacements. J'ai remplacé ça par une pâte. Les briquettes je vais vous les montrer quand même, les premiers essais. Et vous voyez en fait ça contraste beaucoup moins que ce que j'espérais. Elles sont trop accentuées, il y a trop les trous sont beaucoup trop profonds et du coup on ne voyait pas forcément l'effet contraste, donc j'ai préféré partir sur une pâte qui allait avoir des arêtes plus saillantes et quelque chose de beaucoup plus fin qui permettait vraiment de voir les petits détails qu'on a grâce à la peinture contraste. Donc on va finir sur le gris. C'est pas ma couleur préférée pour l'instant. Elle ne contraste pas beaucoup. On verra une fois sèche. Souvent les peintures de type Express Color, contraste, etc. ont un rendu totalement différent entre le moment où on l'applique et le moment où elle est sèche. Donc je viens de passer le Black Templar sur la première plaque. On voit quand même que le résultat est assez couvrant. On va voir au séchage, souvent le résultat change totalement au séchage. Ça s'agglomère beaucoup plus dans les creux. Les nouveaux pots Express Color sont beaucoup plus transparents, ils sont plus souples. Je suis pas forcément fan de leurs nouveaux embouts qui vont au bout des pots. Ils ont tendance à pas mal baver. Donc là, on va tester le 72402, le Dwarf Skin. La couleur rend plutôt bien sur la palette. On va voir sur... Ah oui, celui-là, il a un rendu vraiment sympa. Alors, je pense que sur ce type de teinte, on va tout de suite voir la différence par rapport au Templar White. Par rapport à la sous-couche.
Alors, vous voyez, je suis très généreux sur la peinture, puisque j'ai tendance à utiliser ces peintures un petit peu comme à la vie, et ça fonctionne très bien. On va tester sur le Dead Flesh. On voit déjà que les rendus ne sont pas les mêmes par rapport à la sous-couche. La peinture Vallejo est beaucoup plus liquide que la contraste Citadel. J'ai pas mal utilisé la contraste Citadel sur une armée pour bien la tester. Et la Vallejo est beaucoup plus liquide, réagit plus comme une peinture, alors que la Citadel a tendance à se rétracter au séchage. Et on se retrouve avec des zones qu'on pensait avoir peintes, qui se retrouvent non peintes, puisque la peinture s'est rétractée au séchage. Et on se retrouve avec la sous-couche. Alors, il nous reste à tester sur le gris. Le gris devrait avoir un rendu aussi très sympa. Alors, je suis parti sur de la plaque texturée Vallejo. C'est de la pâte à texturer que j'ai appliquée sur une plaque en médium que j'ai personnalisée avec les noms des peintures. À l'origine, j'étais parti sur des petites briques en plâtre que j'avais retrouvées dans l'atelier, sauf que ça a été un échec. Je vais vous montrer le rendu et en fait c'était presque trop accentué et ça a très peu contrasté. Alors que sur les plaques en texturé, ça a l'air de beaucoup mieux fonctionner. Si je vous montre celle-ci par exemple, on voit déjà que ça contraste plutôt pas mal. Et en fonction de la teinte, ça change quand même plutôt pas mal. Alors, c'est parti pour la troisième couleur. On passe sur l'Imperial Yellow. Alors, pour le coup, il a l'air assez intense. On va voir le rendu qu'il a une fois sec. Il est plutôt pas mal. Le jaune étant l'une des couleurs les plus difficiles à appliquer quand on est peintre. Le jaune et le blanc sont très compliqués à appliquer. Avoir une bonne alternative pour le jaune est plutôt sympa. On verra le rendu sec. Le rendu sec change quand même beaucoup du rendu mouillé, puisque la peinture s'agglomère dans tout ce qui est creux et va très peu rester sur les arêtes. Donc souvent on n'a plus qu'à faire un petit éclairci derrière, voire un petit surlignage. Et quand on veut faire du tabletop, c'est parfait. Voilà. On a fini avec le jaune. Et on va passer du coup sur le Nuclear Yellow. Ça envoie du rêve. Effectivement, il est beaucoup plus sombre. C'est un jaune qui part presque dans les marrons. On va voir une fois qu'il est appliqué. Avec une grosse goutte. Et il est très sympa celui-ci. En tout cas, pour l'instant, la Bone White est presque ma couleur de sous-couche préférée par rapport au rendu des peintures. J'avais déjà une préférence pour cette teinte-là sur tout ce qui était utilisation des peintures Citadel.
Je trouve que c'est ouais, c'est une couleur qui a vraiment un rendu sympa, ça retire un petit peu sur le jaune sur les arêtes. Ouais. Le Dead Flesh c'était plus un test par curiosité, puisque Citadel à l'époque préconisait l'utilisation du Dead Flesh pour toutes les peintures contrastes ou de leur propre Bone White. C'est vrai que j'avais fait des tests sur un décor de Warcry et j'en avais sous-couché la moitié en Dead Flesh et l'autre moitié en gris, et c'est vrai que les teintes n'étaient pas du tout les mêmes sur l'une ou sur l'autre, donc pour ça que j'ai fait un test sur 3 teintes différentes pour voir le rendu général en fonction de la sous-couche. Pour le coup, ma pâte, je l'ai un petit peu travaillée très légèrement pour qu'elle me fasse un peu des reliefs, parce que ces peintures-là sans relief n'ont aucun intérêt. Et là, c'est vrai que pour le coup, sur le gris, j'ai beaucoup de relief, donc je suis obligé de remettre beaucoup de peinture pour couvrir un peu tous les reliefs. Voilà, on a fini avec le Nuclear Yellow. Alors, je ne sais pas pourquoi ils appellent ça Nuclear Yellow, je ne vois pas trop ce que c'est nucléaire, mais c'est leur choix. Alors, nous allons passer sur le Martian Orange, l'orange de Mars. Vous constaterez que sur tous les présentoirs, j'ai gravé le numéro des peintures en dessous, de manière à ce que mes clients qui viennent en boutique puissent directement voir les teintes par rapport aux références. Alors, on est sur un orange plutôt chaud, très vif. C'est quand même des peintures qui sont extrêmement couvrantes, parce que quand je vois le nombre d'aspérités que j'ai sur le support, la peinture s'agglomère vraiment bien dessus. Alors, vous voyez, je mets vraiment des grosses gouttes de peinture, parce que là le but c'est de la poser et vraiment de l'étaler partout. Là je vais plutôt vite, donc, le but c'est vraiment d'avoir un rendu général. Et puis c'est des panneaux texturés qui sont extrêmement consommateurs de peinture, puisqu'ils ont beaucoup de relief. Et puis derrière c'est du médium, ça a tendance à boire. Bon, la pâte fait isolant, mais l'intérêt de ce petit support, c'est que ça permet de voir le rendu des peintures, puisque les pots de tout ce qui est contraste, Express Color et compagnie, on voit pas forcément bien les teintes à travers le pot, puisque quand on regarde l'intérieur du pot, on voit pas forcément le rendu que ça va avoir, et ça change énormément par rapport aux sous-couches, comme on peut le constater déjà là sur les quelques teintes que j'ai appliquées. La teinte change énormément. Un petit peu trop sur les gris, mais c'est pas grave. On bouge un petit peu ici. Voilà. Alors, la prochaine sera le Plasma Red. Alors, pour le coup, les 3 prochaines, c'est les 3 premières que j'avais testées de la gamme. Non, c'est pas encore celle-ci. Si, c'est celle-ci. Puisque je suis en train de faire des démons à Kings of War, et j'ai dû, du coup, choisir un rouge pour essayer de faire une peinture assez rapide. Le Plasma Red. Est-ce qu'il est très plasma? Ça a quand même un rendu bluffant. Alors, on peut avoir à peu près les mêmes effets qu'une peinture Express Color, on va dire les peintures un peu contrastes génériques. Moi j'utilise beaucoup les teintes aérographes. En fait je prends des pots de peinture à l'aérographe, je les utilise soit purs, soit un peu dilués, et on a à peu près les mêmes rendus que pour tout ce qui est effet contraste. Ce rouge est vraiment très chouette.
coup, je trouve que sur le Dead Flesh, la peinture ne ressort pas du tout. On doit commencer à tomber sur des teintes très proches. Autant sur le Bone White, il y a des nuances vraiment sympas. Autant sur le Dead Flesh, c'est un peu patouille. On va tester sur le gris. Le gris en général a plutôt des bons résultats aussi. Plus sombre. Voilà. Et on va enchaîner sur le Velvet Red. Le 7. Velvet Red. Alors on va être sur un rouge très sanguinolent pour le coup. Je pense que celui-ci va faire vraiment des nuances très profondes entre les creux et les bosses. Ouais, celui-ci il est canon. On voit déjà vraiment sur les arêtes, ça reste très peu sur les arêtes. Alors ça pour faire une terre un peu martienne ou... On fait tout de suite penser à Korn, un rouge comme ça. De là à dire que c'est le dieu Korn qui a créé cette teinte, peut-être pas exagéré. Toujours très généreux sur ce type de peinture, puisqu'il faut qu'elle puisse s'agglomérer dans les creux. C'est vraiment le fait de la surcharger qui va faire des nuances. Et enfin sur le gris. Le gris a vraiment beaucoup de relief, c'est assez compliqué d'appliquer la peinture dessus quand même. Voilà. Un petit peu gratté aussi ici. Voilà. On va passer au Cardinal Purple. J'ai toujours été curieux de savoir comment les fabricants de peinture trouvaient le nom de leur peinture. Entre le Nuclear Yellow et le Cardinal Purple, je vois pas trop les rapports. Je pense qu'il y a tellement de noms qui ont été déposés par le passé qu'ils commencent à avoir du mal à trouver des idées. C'est parti pour le Cardinal Purple, qui est très sympa aussi. Pour l'instant, tous les rouges et les teintes de rouge sont vraiment pas mal. J'aime beaucoup aussi, pour le coup, le Nuclear Yellow, qui tire un peu dans les marrons, mais qui vraiment se marie très bien. Contraste bien. Alors pour ceux qui ont l'œil, j'ai des espèces de petits cadres au-dessus, c'est là où j'avais prévu de coller mes petites dalles en plâtre. Sauf que le test n'ayant pas été concluant, j'ai décidé de remplacer ça par de la pâte à texturer. Je pourrais, si ça vous intéresse, vous pouvez demander en commentaire, je regarderai, je ne sais plus c'est quoi la référence, mais c'est une pâte grise que j'ai utilisée, ça s'étale comme un enduit.
Donc c'est assez simple, c'est très souple, c'est très élastique au séchage, ça sèche assez vite, là je les ai fait hier. Et ce matin ils étaient déjà bien secs. Et ça permet vraiment de gagner un temps fou sur la réalisation des socles. Moi je fais tous mes socles avec les pâtes Valero. Pour le coup, ils sont assez rentables, puisqu'on fait énormément de socles avec un pot. Je vous ferai sûrement un petit tuto sur comment moi je les utilise. Il y a sûrement d'autres manières, mais pour faire des socles vraiment rapides, je n'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Pour l'instant, je ne suis pas forcément convaincu du gris sur l'utilisation. C'est vrai que c'est beaucoup le Bone White, je trouve qu'il y a un très bon rendu. Mais on verra au séchage. Donc on va passer au Deep Purple. Deep Purple. Il y a pas mal de teintes, mine de rien. Il y en a 23. Alors, les mauves en général ont plutôt des rendus assez intenses. Et je vois déjà sur le pinceau que le rendu devrait être vraiment canon. Ouais, ça manque pas. Alors ça, pour faire tout ce qui est démoniaque et compagnie, ça fronce vraiment sur le mauve très très profond dans les creux. Et on est limite sur du rose en surface. On a un rendu magnifique. En général, on verra quand on y arrivera, les marrons aussi sont très profonds. Donc celle-ci, je les teste comme vous en fait. C'est la première fois que je les vois étalées. Puisque je n'avais testé que les 3 rouges pour l'instant. C'est aussi l'idée de ces 3 plaques nuancières, ou nuanciers, je sais pas. Ça permet vraiment d'avoir un rendu général des teintes. Puisque tant qu'on les a pas appliquées, qu'on ne les a pas vues et qu'on ne les voit pas en vrai, c'est très difficile. Et j'ai beaucoup de clients qui sont devant les rayons à se poser des questions, à dire oui mais ça va ressortir comment? Donc là, je pourrais leur montrer les petites plaquettes. Alors, sur le gris aussi, il rend très très bien celui-ci. J'ai été dérangé par un coup de téléphone. Donc, c'est bon, la peinture n'a pas eu le temps de sécher. Alors, je vois qu'elle a quand même une petite tension de surface, alors, beaucoup plus légère que le Citadel. Elle a quand même une petite tension, elle a tendance un petit peu à se rétracter, et à sortir des endroits que je pensais avoir peints. Ouais, on voit qu'elle se sauve parfois, mais une fois que c'est appliqué, ça a l'air de plus bouger. Alors, la teinte suivante sera le Gloomy Violet. Comme je disais, tout ce qui est violet, mauve, etc. a tendance à plutôt bien marcher. Donc c'est la 10. Donc Gloomy Violet. Hop. Le 72 410. Puisque chez Valero, ils ont la bonne idée de mettre une référence sur chaque produit. On va commencer un peu par le gris. Tout ce qui est violet, normalement, c'est un rendu canon. Ça contraste très fort. C'est pas inintéressant de travailler sur plusieurs teintes de sous-couches. Parce qu'on voit déjà quand même que les couleurs ne ressortent pas du tout de la même manière.
Bon, c'est des textures qui sont un peu huileuses. Je ne sais pas ce qu'ils mettent dans les formulations, etc. Mais la Citadel avait déjà ce côté un peu huileux. Valero est quand même plus liquide. Et je n'ai pas testé encore les Army Painter, puisque j'avais eu des échos, a priori vérifiés, qu'elle se réactivait une fois sèche, dès qu'on la remouillait. Et du coup, je suis passé directement sur la Valero. Mais Army Painter sort sa nouvelle gamme dans les jours à venir. Je crois que ça sort mi-avril. Et ils ont enlevé ce problème de réactivation. Donc Gloomy Violet, très bien. On va passer sur les bleus, le Mystic Blue. Le Mystic Blue, je pense aussi qu'il va être assez intense. Parce que je pense que c'est le plus clair de tous les bleus qui sont sortis. Enfin, pas le plus clair, mais je pense le plus profond. Il doit être très proche d'un bleu royal. Ouais, ça pour faire des épées énergétiques, etc. Je pense que ça va être très joli. Alors c'est parti pour le bleu. Je pense que celui-ci aussi va contraster, ouais. Celui-ci aussi est magnifique. Celui-ci, il n'y a vraiment pas besoin, on est limite sur un turquoise en surface. Et il n'y a pas besoin de s'appliquer. Il contraste très fort. On va voir si ça a le même rendu sur la Dead Flèche. C'est un peu moins intense. C'est plus léger tout de suite avec la sous-couche Dead Flèche. Toutes les teintes, je trouve, sont un peu plus douces. Ça contraste beaucoup moins, en tout cas, on a moins l'effet contrasté. Alors, je referai probablement une plaquette, mais avec une sous-couche blanche. Parce que c'est vrai que je ne fais jamais de contraste sur sous-couche blanche. Et là, du coup, j'ai la curiosité de voir le rendu avec la sous-couche blanche. J'ai travaillé beaucoup avec la gamme contraste directement sur le gris. J'ai volontairement laissé la sous-couche partout autour pour qu'on puisse voir justement quelle sous-couche a été utilisée et sa couleur. Puisque pareil, une sous-couche quand elle est dans une bombe, on voit pas forcément bien la teinte. Alors, on va passer sur un bleu un peu plus vif, c'est le Storm Blue. On est sur un bleu, je pense, plus sombre. Ouais, c'est ça. Et pour le coup, celui-ci reste très peu sur les arêtes. Parce que c'est vrai que je retrouve très vite la teinte de la sous-couche sur les arêtes. Je trouve que ça la teinte pas vraiment. Par rapport au bleu à côté, il n'y a pas photo. C'est pas le même rendu. Un peu bavé. Sur le gris, c'est pas mal. Pas sorti assez. C'est plutôt consommateur. Ces peintures-là sur le support très en relief. On n'est pas là pour faire quelque chose de précis, on est là pour avoir un nuancier. Donc là, j'ai fini la première ligne.
Le rendu est plutôt chouette. Alors, toutes les teintes ne se valent pas. Mais globalement, je vais vous montrer rapidement. On voit qu'il y a des endroits où la tension de surface, le fait que la peinture soit assez huileuse, fait qu'elle n'a pas forcément été bien dans le creux. Donc là on va passer à la deuxième ligne et on va passer à l'Omega Blue. Omega Blue, le 72 413. Alors, Omega Blue, c'est parti. Je pense que celui-ci va être très profond dans la couleur également. Plus on va en mettre, plus ça va contraster dans les creux, moins on en met, plus ça va être clair un peu sur les arêtes. Globalement, ça réagit comme à la vie. Je pense malgré tout, pour vraiment avoir l'effet contraste, il vaut mieux être généreux. Enfin, les gris. J'ai hâte de monter le panneau de blanc. Alors, je ferai probablement pas une vidéo complète sur le blanc, mais je ferai sûrement une petite vidéo juste pour montrer le résultat avec les 3 autres panneaux à côté. Puisque là, c'est une vidéo où je vous montre vraiment la couleur étalée pour que vous voyez un petit peu la texture, le rendu, comment elle s'étale. Même si c'est pas de la peinture dans la dentelle. Voilà, donc on passe au Caribbean turquoise. Ouais. Le 72 414. Je pense que celui-ci aussi va avoir un effet plutôt bluffant. Les turquoises, on va commencer par le gris. Ah ouais, les turquoises, ça fonctionne très bien. Il va falloir faire des armées bleues et turquoises pour l'instant. Si on veut vraiment avoir un rendu en un passage assez bluffant. Oh, par contre celui-ci sur le Dead Flash il est magnifique. Il y a vraiment des sommets, des crêtes qui tapent dans le jaune. Jaune vert clair. Là. Très joli. Ça pour une armée de Necrons, ça ferait des socles magnifiques. Et enfin le gris. Pas le gris. Bone white. Il est vraiment joli, il a une couleur très profonde dans les creux et il fait des sommets qui sont magiques, je trouve. Alors maintenant, on va passer pour tous nos amis qui peignent des orques, puisque c'est le Orc Skin, la peau d'orque. Alors, on va voir si la peau d'orque rend bien en un passage. J'ai pas mal d'amis qui jouent des orques et je pense qu'ils attendent de voir le résultat de cette teinte-là. J'aurais peut-être dû la garder pour la fin. Et on va les faire dans l'ordre, c'est beaucoup plus pratique.
Alors. Un peu plus celui-ci. Ce sont des orques vert clair pour le coup. Je trouve que pour une peau d'orque elle est très claire. On a tendance maintenant dans la pop culture à avoir des orques beaucoup plus sombres. Pareil, ça c'est une teinte, je trouve, qui fonctionne mieux sur le Dead Flesh. Donc ouais, l'importance de la sous-couche. Et là on a vraiment des arêtes qui sont vraiment dans le même ton. Sur le Bone White, pour l'instant, je trouve que toutes les teintes sont vraiment sympathiques. Voilà. Ouais, j'ai toujours une préférence quand même pour le Bone White. On va passer au Troll Green. Le gris, le vert des trolls, autant pour moi. Troll Green, le 72-416. Donc si sur la boutique vous cherchez une teinte, le plus simple c'est de taper son numéro dans le moteur de recherche. J'ai beaucoup de clients qui font comme ça, et moi-même j'ai tendance à retenir les numéros des peintures. C'est beaucoup plus simple. Parfois ils changent les noms, mais la référence reste souvent la même. Alors, le Troll Green. Alors, sur le gris, je ne suis pas trop convaincu de cette teinte pour l'instant. Il faut que je fasse attention parce que je commence à avoir beaucoup de gouttes de peinture sur ma palette et je vais finir par plonger le pinceau dans la mauvaise teinte. Ce serait franchement dommage de ruiner le nuancier fait jusqu'à maintenant. Alors, les contrastes avaient un super rendu sur le gris. C'est pour ça que du coup j'ai beaucoup sous-couché mes armées en gris pour les peindre à la contraste. Et là, j'aurais tendance, pour toute la Express Color, à plutôt se coucher sur un Bone White. Je trouve que les nuances sont beaucoup plus jolies. Il faudra juste tester. Alors, je testerai bien en blanc. Et je ferai également bien un test en zénital, pour voir si la teinte change beaucoup. Alors, le zénital, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sous-couche noire. Et on vient refaire un coup de bombe blanche ou à l'aérographe. Là je vais le faire à la bombe, ça ira beaucoup plus vite. On refait un coup de bombe mais de beaucoup plus loin et beaucoup plus léger en blanc pour faire ressortir uniquement les arêtes, puisque la peinture ne va s'arrêter que sur les arêtes. Elle n'aura pas le temps d'aller dans les profondeurs, donc on aura un effet zénital, c'est-à-dire qu'on aura des creux très sombres déjà avec le noir, et on aura des arêtes très claires avec le blanc. C'est vraiment une technique en vogue depuis quelques années. On va passer au Snake Green. Le Snake Green 72-417. Le Snake Green, le vert serpent. En vrai général, là je pense que c'est un vert qui pareil va être très joli. De ce que j'en ai vu pour l'instant, c'est vraiment les teintes extrêmes qui fonctionnent très bien. C'est les bleus intenses, les verts intenses. Tous les tons un peu neutres n'ont pas forcément des rendus de ouf. Hop. 417.
commencer par là. Ah oui, celui-ci est vraiment très joli, en tout cas à l'application, on verra au séchage. Je trouve qu'il y a souvent un écart entre le rendu à l'application et le rendu une fois la peinture sèche, puisqu'on a plus ce côté un petit peu huileux, un peu mouillé. Et parfois on est un peu déçu au séchage, ça redevient un peu terne. Mais c'est tout l'intérêt de faire des éclaircies après. Celui-ci est très très joli sur le gris. Sur le dead flèche aussi, il rend plutôt pas mal. Alors là j'utilise les teintes pures. Je pense que si on les dilue, on doit avoir un côté beaucoup plus contrasté, c'est-à-dire que la peinture va beaucoup moins aller sur les arêtes puisqu'elle risque de glisser beaucoup plus dans les creux. Donc je testerai éventuellement aussi sur... Je me ferai probablement des petites plaquettes de pâte à texturer comme ça, pour faire différents tests, pour voir, parce que j'aime bien tester les choses et voir ce que ça donne. Alors, pour l'instant, ouais, c'est quand même là-dessus où le rendu est le plus bluffant. C'est quand même cette couleur de sous-couche, je pense que je vais mettre en avant pour l'utilisation de la Express Color de Vallejo. Puisque là, on voit, si je la tire, on a déjà un rendu qui est vraiment sympa. Et si je la laisse concentrer, elle va vraiment faire très sombre, et si je la tire, ça fait clair, mais ça contraste quand même. Là, pour le nuancier, je veux quand même un rendu sombre. On a vraiment des teintes, donc j'en remets une petite. Voilà. Et bien, il nous reste 6 couleurs à tester. On arrive au but. La prochaine, c'est le Lizard Green. Le Lizard Green, c'est le 418, 72 418. C'est vraiment amusant de voir comme la teinte qu'on a dans le pot, ce qu'on sort du pot, n'a plus grand chose à voir avec ce qu'on met sur la palette. Celui-ci, voilà, on serait plus sur une teinte d'or que pour moi. Mais c'est vrai qu'un petit Saurus dans ces tons-là, ça rend très très bien. Ça, typiquement, pour faire une armée d'hommes lézards ou des lézards, en une couche, on a presque le rendu des écailles et de la peau qui est fini. C'est des peintures qui font gagner un temps fou. On se fait gagner un temps fou sur un niveau tabletop. Pour tout ce qui est peinture de jeu et compagnie, ça peut largement suffire quand on n'a pas beaucoup de temps pour peindre, qu'on se contente et qu'on veut avoir une armée peinte. C'est des peintures qui font gagner un temps fou. Après, c'est sûr que pour faire du concours, les grands peintres vont crier au scandale si on vient avec une armée peinte ou avec des figurines peintes avec ça. Mais je pense, moi, malgré tout, que c'est une très bonne base de travail. Même pour faire ses premiers aplats, c'est une peinture qui s'applique très facilement. Je pense qu'elle est vraiment très très bien pour un débutant qui veut se lancer dans le hobby, qui veut se lancer dans la peinture. On prend beaucoup de plaisir à l'appliquer. Mais comme je vous le disais, on a à peu près le même effet avec des peintures aérographes. Je vous invite à tester. Prenez une peinture aérographe, vous la diluez ou pas. Moi j'utilise souvent pure. Ça marche très bien sur des peintures sous-couchées en zénital. J'ai déjà fait des équipes pour Blood Bowl avec cette technique et ça permet d'avoir vraiment des rendus rapides. Parce qu'on ne peut pas tous passer 8-10 heures sur une figurine. Je suis plus à 1h30, 2 heures grand maximum pour faire une figurine. Et encore. Souvent j'essaye d'en faire 6 en 2 heures. Alors on va passer au Plague Green. Alors ça c'était une teinte qui m'avait beaucoup plu dans la gamme contraste. Alors, pour le coup sur un stade, une tribune de stade, je m'en étais servi pour faire des traces d'urine contre le mur. Et ça marchait plutôt super bien. Donc, vu que le stade, je l'avais sous-couché un petit peu dans ce style-là pour faire un effet crépi, on va tout de suite voir si ça fait
trace d'urine d'orque ou pas. Si ça marche. Alors, elle est beaucoup plus intense, beaucoup plus sombre. C'est très joli aussi, vraiment ça contraste super bien. Je suis très généreux, si je la tire un petit peu, ça contraste aussi, c'est plus léger, c'est plus fin. Là, c'est vraiment au choix de chacun. Je trouve que ça fait limite noir sur la Dead Flèche. Entre la Dead Flèche et la grise, je préfère la grise pour cette teinte. Pour faire ces petits présentoirs, en fait, j'ai pris une pâte à texturer Vallejo, j'ai scotché ma plaque qui était déjà gravée avec le nom des peintures, et j'ai tartiné comme du crépi, ma pâte à tartiner avec un petit bout de bois. Et pour donner tous ces petits reliefs, j'ai tamponné le bout de bois dessus. Ça réagit un peu comme du Nutella, cette pâte, donc c'est très facile à appliquer. Et c'est parti pour la Wasteland Brown. Donc c'est la 20. 72 420, on voit pas trop les références. Alors les marrons, si ça fonctionne comme chez Citadel, en général c'est plutôt une tuerie. Je sais que le Laser Brown en contraste, pour l'instant c'est l'une des plus belles teintes que j'ai vues. J'ai hâte de voir si la teinte Vallejo va être proche ou loin. Mais pour faire tout ce qui est cuir, il est juste magique. Donc on va tout de suite voir si on retrouve à peu près ce même côté du cuir en une couche. Donc ça agit vraiment comme des lavis. Si vous prenez les washes de Vallejo, ça peut faire quasiment la même chose en beaucoup plus léger. Ça c'est typiquement une teinte que j'utiliserais pour faire une terre un peu huileuse, une terre grasse sur un socle. Une couche de pâte comme ça, un coup de sous-couche, un coup de peinture, un léger brossage dessus pour faire ressortir bien les arêtes, et vous avez un socle qui est juste magique. Et après j'ai hâte de voir aussi l'état du pinceau à la fin, puisque là j'utilise un pinceau en poil naturel, que je massacre un peu, puisque là c'est vrai que je trempe allègrement dans la peinture. Et j'ai hâte de voir si le pinceau va tenir le coup ou pas. Parce que la Citadel est plutôt agressive. J'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'en fait elle attaquait plus les pinceaux synthétiques que les pinceaux en poil naturel. Et pour peindre à la contraste Citadel, j'utilise un pinceau de taille 2.0. Donc très fin, de manière à ce que la peinture ne rentre pas dans les poils, elle reste en surface et après je l'étale. Alors qu'avant je peignais qu'avec des poils synthétiques la peinture contraste et c'était une catastrophe, les pinceaux fourchés, etc. Donc ouais, on a le rendu vraiment sur le Bone White est très sympa. Là, on fait un cuir en un passage. Après, je vous montrerai en gros plan toutes les teintes, mais globalement, c'est ce que j'en retiens. On passe au Cooper Brown. Cooper Brown, le 72 421.
parti pour le Cooper Brown. J'en ai mis vraiment une grosse goutte. Donc après, une fois que j'ai mis la grosse goutte, je l'étale pour la pousser un peu des arêtes vers les creux. En général, c'est ça qui fait l'effet contraste très rapidement. C'est des peintures qui mécaniquement, ensuite, au séchage, vont s'enlever des arêtes pour tomber dans les creux. Alors, vu que là j'utilise une pâte à texture, ça a tendance à plus rester sur les arêtes. Sur les figurines, vu que c'est un plastique, ça reste encore moins sur les arêtes, donc là ça va être beaucoup plus vif sur tout ce qui est plastique. Tout ce qui est pâte à texturer, vu que ça boit un peu, ça reste un petit peu plus sur l'arête. Mais l'avantage c'est qu'on peut avoir beaucoup de relief. C'est assez intéressant. Et si vous regardez des vidéos ou des photos de nuanciers, on trouve souvent les nuanciers de gens qui font un peu cette technique en mettant des morceaux de jetpack, enfin des morceaux de figurines. Vous verrez que les rendus souvent sont encore différents. Puisque c'est du plastique et le plastique ne boit pas, donc la peinture reste encore moins sur les arêtes. Mais je n'avais pas suffisamment 3x23 jetpack pour faire ce nuancier comme ça. Très sympa aussi celui-ci pour faire de la terre. Donc pareil, tout ce qui est socle de terre, ça c'est des peintures, ça va tout seul. Puisqu'il y a un coup de pâte et là on a un effet terre. Donc, pour tout ce qui est figurines médiévales fantastiques, voire historiques, Bolt Action, tous mes socles ont été faits avec de la terre Vallejo et un wash dessus, mais là du coup j'aurais presque le même effet. En plus intense. Voilà. On n'en a plus que 2 à tester. On va passer sur le Space Gray. Alors, le Space Gray. Le 72 422. Il est temps qu'on arrive au bout. Je n'ai presque plus de place sur ma palette pour mettre les peintures. Donc, le Space Gray, s'il respecte un petit peu le nuancier de chez Citadel, c'est pour faire des Space Wolf. On va voir. Moi j'ai peur que ça soit un peu trop proche du tout premier, le Templar White. Ça réagit un petit peu comme le Templar White, mais en plus concentré en pigments. Pour l'instant, c'est pas ma teinte favorite. Bon, ça fait le taf, en fonction de ce qu'on veut peindre, mais là, à l'application, j'ai pas d'idée qui me viennent tout de suite. Mis à part pour faire les Space Wolf. C'est un peu la teinte qui est faite pour eux. N'hésitez pas à mettre en commentaire de commande comment vous ressentez les couleurs, comment vous les voyez, etc. Il est vraiment sympa aussi sur le Bone White, même celui-ci. Et enfin, la dernière, le Black Lotus, le Lotus noir, qui n'a rien à voir avec Magic, pour ceux qui connaissent. La carte la plus chère de l'histoire des jeux de cartes à collectionner. Du temps où je jouais à Magic, il y en avait une qui circulait sur Nancy. Je n'ai pas eu la chance de la voir à l'époque. Ni de la voir, ni de l'avoir. Alors, le Black Lotus, on va voir. Ah, celui-ci aussi, j'en attendais beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peint en noir. Et c'est vrai que il est très joli. Il contraste très fort.
Il est un peu moins bleuté que le Black Templar de Citadel. Citadel a ressorti un Black Legion par la suite, pour avoir un vrai noir. Et du coup, il fait un effet vraiment sympa. Et on arrive au bout. Pour ceux qui se demandent comment j'ai fait pour être aussi précis au niveau, bah c'est tout simplement du scotch de masquage. J'ai mis du scotch, j'ai étalé ma pâte et en enlevant le scotch, bah, comme disait Valérie d'Amido, ça fait propre. Je suis pas sûr qu'elle disait ça, mais elle m'a rouflé beaucoup. J'allais me tromper de teinte. Je vous disais que ma palette commençait à être pleine. Ensuite, on va laisser sécher et je vous ferai un petit zoom de chaque. Je vais vous faire un zoom des peintures juste appliquées et après je vous ferai un zoom des peintures bien sèches pour voir la différence. Voilà. Alors, on va commencer par le gris. Alors, on voit les différentes teintes. Donc là on est sur des peintures pas totalement sèches. Ensuite on a le Dead Flesh. J'ai utilisé le Dead Flesh parce que, je le répète, Citadel le préconisait à l'époque pour ses propres contrastes. Et je voulais voir si les peintures Vallejo changeaient également à ce niveau-là. Et enfin, pour moi, ma préférée, le Brown White. Voilà. Voilà, les peintures sont sèches. Donc maintenant, on va pouvoir constater le résultat des peintures sèches. Ça fait 1 heure à peu près qu'elles sèchent. Et on va pouvoir voir la différence sur les 3 supports. On voit qu'il y a un petit peu de tension de surface quand même, parce que j'avais malgré tout peint à peu près partout, et on voit qu'il y a des trous qui sont apparus. Donc on voit les teintes. On voit quand même que l'effet Express Color est assez bluffant pour du passage en une couche. Donc ça c'était la couche en Bone White. Ensuite nous avons la couche en Dead Flesh. Donc on voit tous les rendus. Et enfin la sous-couche grise, qui est un gris plutôt clair. On voit quand même que les verts, les jaunes, tout ça, ça fonctionne bien. On voit bien l'effet sur les arêtes, où elles sont bien éclaircies. Voilà, c'est en 23 couleurs. Et donc on voit à peu près le rendu. On voit que les couleurs n'ont pas vraiment le même rendu suivant la sous-couche qui a été utilisée. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tests.